Bonjour Michel Rivasi, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Bonjour. Alors que vous avez affirmé haut et fort que vous étiez pour la vaccination, que vous êtes une scientifique de formation et vous n'êtes pas si nombreux que ça sur les bancs du Parlement, vous avez été la fondatrice du premier laboratoire indépendant sur la radioactivité en France, vous avez été victime d'une campagne calomnieuse, vous caricaturant en militante anti-vaccin. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre combat contre les lobbies et pour la transparence des produits de santé? Alors, effectivement, vous savez, je suis très motivée et très interpellée par le poids des lobbies au niveau de la Commission européenne et notamment au niveau même de la politique de la Commission européenne. À la fois sur les pesticides, vous savez que en 2018, on avait saisi la Cour de justice européenne sur le glyphosate, dans la mesure où ils ne voulaient pas publier, et notamment l'EFSA, qui est l'agence sur les risques, je dirais, sanitaires et environnementaux de l'Europe. Il disait que le glyphosate n'était pas cancérogène, mais on n'avait pas accès aux études de Monsanto. Or, il a fallu saisir la Cour de justice européenne pour avoir accès à ces études. Et ces études ont été expertisées par une ONG qui montre bien qu'elles n'étaient pas fiables. Donc, il a fallu aller, vous voyez, jusqu'à la justice pour obtenir la transparence de ces études. Eh bien, je mène le même combat sur les laboratoires pharmaceutiques pour avoir accès à ce qu'il y a dans les médicaments. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il y a dans les médicaments et on ne sait donc que ce soit médicaments ou vaccins d'ailleurs, et on ne sait aussi pas du tout la traçabilité de la chaîne de production du médicament. Vous voyez, on n'a pas accès à l'endroit où on fabrique les principes actifs, ainsi que les adjuvants, les excipients et même les sites de production au niveau de l'Europe. Et on a vu que suite à la pandémie, on avait des difficultés pour savoir s'ils étaient capables de produire ce qu'ils avaient promis. Alors c'est vrai que le lobby pharmaceutique, c'est pas mes amis. Ça fait des années que je me bagarre là-dessus et ils m'ont fait un procès en disant que j'étais anti-vax. Et donc, vous voyez que c'est de vous étiqueter en tant qu'anti-vax pour que votre parole ne puisse pas porter. Et donc, j'ai continué à le faire. Et le gros sujet que l'on a à l'heure actuelle, c'est l'accès et la transparence sur les contrats qui lient la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques. Lorsque la Commission a demandé au Parlement de voter pour la production de vaccins vis-à-vis de cette pandémie du Covid, eh bien, les parlementaires ont voté jusqu'à 2,3 milliards d'euros, plus 750 millions d'euros d'ailleurs fournis par les États membres. Et là, quand on a demandé la transparence des contrats, eh bien, on nous met toujours en avant le secret d'affaires. Donc, on était plusieurs groupes politiques à interpeller la Commission. La Commission a fini par céder pour nous donner, d'abord dans un premier temps, dans une salle de lecture où on n'avait même pas accès. Vous voyez, on ne pouvait pas faire des photocopies, on ne pouvait pas demander à un expert juridique de venir. On n'avait que 3/4 d'heure pour analyser ces contrats. Et notre surprise, ça a été de voir que ces contrats étaient raturés. C'est-à-dire tout ce qui nous concernait de près, c'est-à-dire quelle est la responsabilité des laboratoires en cas d'effets secondaires des vaccins. Combien d'argent a versé la Commission européenne, vous voyez, sur les pré-achats. Où est la traçabilité de ces pré-achats? Vous voyez, si on donne des millions d'euros, par exemple, à AstraZeneca ou à Pfizer, où ces euros sont allés? Est-ce qu'ils sont allés dans la production, dans la distribution ou seulement pour enrichir les actionnaires de ces boîtes? Donc, c'est l'opacité la plus totale. Et c'est vrai que cette demande de transparence, eh bien, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas accès à la transparence des contrats. Et avec un groupe de Verts, on est 5, on va aussi saisir la Cour de justice européenne. Donc, ça vous montre pourquoi je suis en fait cataloguée anti-vax, parce que ça les arrange, dans la mesure où je leur demande des comptes sur la transparence des médicaments et notamment des vaccins. Vous êtes aussi une des figures centrales du combat contre le nucléaire depuis quelque temps déjà. Vous siégez dans la commission ITRE, où vous suivez, entre autres, les dossiers liés au nucléaire. Où en sommes-nous sur le programme de fusion nucléaire ITER et le programme de recherche Euratom? Alors, j'étais à la commission ITRE avant 2019
Et maintenant, je suis ITER par la commission contrôle budgétaire et la commission envie. Alors, ce projet ITER, qui est un projet de fusion, qui est installé à Cadarache, est un projet où ça fait longtemps que les écologistes se bagarrent parce que c'est un projet, si vous voulez, qui est surdimensionné et qui ne répond pas à l'urgence climatique. Pourquoi ? D'abord, au tout début, dans les années 2000, le projet avait été évalué autour de 4,5 milliards d'euros. À l'heure actuelle, il est évalué à 22 milliards d'euros et on pense qu'il sera au-delà de 44 milliards d'euros. Donc, vous voyez un peu le gap entre ce qui a été annoncé et la réalité, encore entre guillemets, sur le coût réel de ce projet ITER, qui est un projet de fusion. D'abord, on dit il n'y aura pas de radioactivité. C'est faux, parce qu'on emploie énormément de tritium, qui est de l'hydrogène radioactif, et puis il y aura beaucoup de produits d'activation, qui sont des produits radioactifs, qui viennent du bombardement des neutrons au niveau des aciers utilisés. Donc, il y aura des déchets radioactifs. Mais le problème majeur, c'est qu'on est en pleine urgence climatique et on aura le plasma d'ici peut-être 2035, la première électricité expérimentale en 2050, et après, il faudra encore fabriquer d'autres réacteurs pour produire de l'électricité pour, mettons, l'ensemble de la France. Donc, vous voyez que ce projet n'est pas adapté à l'urgence climatique. D'abord, il coûte très cher, il est très centralisé, et il y a énormément de données à l'heure actuelle qu'on n'est pas capable, si vous voulez, de réaliser. C'est comme si on met un soleil dans une boîte et qu'on ne sait pas fabriquer la boîte. Et à plusieurs interventions, je m'y suis rendue à plusieurs reprises. Il y a eu des commissions parlementaires qui se sont rendues sur place et on n'a toujours pas la réponse aux problèmes qu'on pose. Et en plus, vous savez que l'Europe finance à 45%, et tout cet argent-là, eh bien, on ne sait pas pourquoi il va être dépensé, puisque ça sera trop tard par rapport à l'urgence climatique. Et vous êtes aussi membre de la commission de contrôle budgétaire. Pourriez-vous nous décrire votre activité au sein de cette commission ? Mais la commission de contrôle budgétaire, si vous voulez, c'est comment les parlementaires peuvent contrôler l'exécutif. Eh bien, que ce soit par l'exemple d'ITER, puisque là, moi j'ai demandé à plusieurs reprises qu'on ne finance pas ITER, dans la mesure où cet argent ne sert pas au ce pourquoi on a créé la fusion. Mais ça permet de contrôler sur, par exemple, la transparence des contrats des vaccins qui lient la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques. Eh bien, si on n'a pas accès au budget qui a été donné à chaque laboratoire, à la traçabilité de cet argent qui a été utilisé par les laboratoires, ça veut dire que c'est un déni du fonctionnement des députés européens. C'est aussi le cas, par exemple, en Érythrée. J'ai pu arrêter le financement, par exemple, de la Commission européenne dans ce pays-là, qui est une véritable dictature, où la Commission avait décidé de donner 80 millions d'euros pour la construction d'une autoroute. Eh bien, on s'était aperçu que cette autoroute était construite par, je dirais, des gens qui étaient payés par l'État et qui étaient du travail forcé. Et donc, vous voyez, on contrôle. C'est une commission très importante parce qu'elle permet justement de contrôler l'exécutif et de savoir où va l'argent. Vous êtes aussi vice-présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Pourriez-vous nous parler de votre combat pour le développement de la relation Nord-Sud ? Alors, c'est une délégation très importante qui réunit à la fois des députés européens et des députés de à peu près 72 pays, à la fois de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Donc, cette délégation, elle est en fonction de ce qu'on appelle les accords de Cotonou, et elle essaie de regarder la cohérence des politiques à la fois de l'Europe et dans le cas des pays en voie de développement pour obéir aux objectifs de développement durable. Que ce soit, si vous voulez, la diminution de la pauvreté, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à la santé et bien sûr au développement économique. Or, au niveau de cette délégation ACP, ça fait des années, ça fait mon 3e mandat où on essaie de voir la cohérence des mesures et on voit que justement, il n'y a pas de cohérence des mesures. Par exemple, l'exemple typique que j'ai abordé cette année, c'était l'exemple du lait. À l'heure actuelle, l'Europe, dû aux subventions, exporte du lait en poudre et du lait qui est enrichi
par des huiles végétales, et notamment d'ailleurs de l'huile de palme, et qui arrive sur le continent africain à un prix de 30% inférieur à la production du lait africain. Ce qui fait que toutes les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées, eh bien, elles ne peuvent plus vendre leur lait puisque le lait revient plus cher, le lait local, que le lait justement d'exportation de l'Union européenne. On avait eu le même cas au niveau des poulets. Ils étaient à la fois subventionnés par la politique agricole commune et ils perturbaient le fonctionnement des élevages, notamment en Afrique. Donc ça, c'est ça le problème de la cohérence, c'est faire en sorte à ce que si on aide d'un côté, il ne faut pas qu'on enlève, si vous voulez, le développement dans les pays en voie de développement. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Que ça soit aussi sur les contrats de libre-échange, c'est la même chose. On voit le problème au niveau de l'Amérique latine où à la fois on exporte et ça détruit d'une part le fonctionnement de ces pays-là et puis en plus on augmente l'accaparement des terres, on diminue la biodiversité dans ces pays-là et il y a un troisième sujet que j'ai beaucoup abordé cette année, c'était le problème qu'on a une interdiction de certains pesticides qui sont très toxiques à la fois sur la santé humaine et sur la biodiversité. Eh bien, il faut que vous sachiez que ces pesticides interdits en Europe sont vendus et ont l'autorisation d'être vendus dans les pays en voie de développement. Donc, j'essaie de mobiliser à la fois tous les députés européens, la Commission européenne, pour trouver un moyen pour arrêter justement l'exportation de ces pesticides interdits dans l'Union européenne. La France l'a fait, mais au niveau de l'Union européenne, et notamment de l'Allemagne, et de la Suisse d'ailleurs, qui sont des pays qui exportent énormément de pesticides donc dangereux et qui perturbent à la fois la santé et la biodiversité. Vous êtes membre de la commission spéciale de lutte contre le cancer. Pourriez-vous nous parler des travaux de cette commission et en particulier, j'imagine, de la manière dont vous articulez ça avec vos combats autour de la santé et de l'environnement? Alors, c'est une commission spéciale donc, qui a été mise en place pour justement avoir une action coordonnée pour limiter l'épidémie de cancer qui touche l'Europe. Donc, au niveau des écologistes, on a beaucoup œuvré sur tout ce qui touche la prévention. Parce que là, on est dans le cas de la compétence de l'Union européenne, sur tout ce qui touche, bien sûr, au tabac, tout ce qui touche à l'alcool, tout ce qui touche aux perturbateurs endocriniens, tout ce qui touche aux pesticides, parce que dans les pesticides, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Vous voyez, pour qu'on puisse agir en amont et pour éviter les cancers. Alors moi, j'ai insisté aussi sur les ondes électromagnétiques, puisque j'ai demandé, comme la Commission européenne n'avait pas fait d'études d'impact lors du développement de la 5G, j'avais demandé à une structure qu'on appelle STOA, qui est une structure qui regroupe des scientifiques et qui a la possibilité de faire des études, que le Parlement fasse une étude sur la cancérogénicité des ondes électromagnétiques. Et cette étude a été rendue il y a quelques semaines et elle montre bien qu'au niveau des animaux, à l'heure actuelle, on a les preuves scientifiques, c'est bien, les ondes électromagnétiques sont bien cancérogènes et chez les humains, il y a un impact au niveau du cerveau puisqu'on a observé qu'il y avait une augmentation des tumeurs au niveau du cerveau et du nerf acoustique et en même temps, il y avait des effets sur la reproduction et le développement du fœtus. Donc, vous voyez, cette commission, elle a permis de mettre à plat tous les cancers, toute cette épidémie de cancer et essayer de voir comment, par les compétences de l'Union européenne, on pouvait être beaucoup plus draconien sur la législation pour anticiper et faire en sorte à ce qu'il y ait moins de cancers au niveau de l'Europe. Vous êtes au cœur de la bataille pour l'interdiction du glyphosate au niveau de l'Union européenne. Pourriez-vous nous parler de ce combat et de son actualité? Écoutez, c'est une véritable saga, le combat contre le glyphosate, puisque à l'origine, qu'est-ce qui a mis, je dirais, le feu aux poudres? C'est que d'un côté, la Commission européenne, par l'intermédiaire de son agence qui s'appelle l'EFSA, disait que le glyphosate n'était pas cancérogène, mais sans nous donner les études. Et de l'autre côté, vous avez le Centre international de recherche sur le cancer qui indiquait que le glyphosate était cancérogène. Donc, ça
ça vous explique pourquoi un groupe de députés verts avait saisi la Cour de justice européenne et maintenant, par rapport à ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la santé, eh bien, on a eu accès à ces études. Suite à ça, le Parlement européen a décidé qu'on donnait l'autorisation pour 5 ans, et donc en 2022, eh bien, il y aura une nouvelle demande d'autorisation du glyphosate. Et là, on s'aperçoit que 4 pays, dont la France, commencent à indiquer que le glyphosate n'est pas cancérogène, et les instituts indépendants, comme l'Institut, par exemple, Ramazzini, comme l'analyse, puisque maintenant on a pu faire sortir les études de Monsanto, montrent que ces études sont biaisées. Et il y a tout un combat qui va arriver là dans les mois qui viennent, où il va falloir tout mettre à plat, montrer les conflits d'intérêts. Vous voyez le poids des lobbies. Il y a des conflits d'intérêts incroyables, puisque grâce aux procès qui ont eu lieu aux États-Unis, on a eu accès aux mails qu'envoyait Monsanto dans les différents organismes, dans les différentes agences sanitaires, aussi bien françaises qu'allemandes ou autres, et on voit bien que Monsanto paye les experts pour qu'ils fassent des études qui aillent dans leur sens, ou bien ils manipulent des études qui vont dans leur sens. Donc à l'heure actuelle, comme la recherche publique est très faible, qu'on ne met pas assez d'argent sur l'indépendance de la recherche publique, eh bien, des organismes comme Monsanto, maintenant Bayer et autres, eh bien, capturent en quelque sorte cette recherche, financent des scientifiques qui vont dans leur sens, et on n'est plus dans la science objective, on est dans la science achetée par les lobbies. Donc, c'est un combat qui va encore une fois démarrer, et ça va être vraiment très dur. Et il va falloir avoir plein de scientifiques indépendants qui nous aident dans ce combat pour qu'on élimine le glyphosate, si vous voulez, de la circulation et de son utilisation dans l'agriculture. Pour vous, quel est le gros sujet en ce moment en termes de santé et de transparence? Si vous voulez, ma grosse crainte, après plusieurs mandats en tant que députée européenne, je m'aperçois qu'à l'heure actuelle, la science est complètement captée par des gros lobbies, que ce soit des lobbies liés aux pesticides, que ce soit des lobbies liés au plastique, que ce soit des lobbies liés à l'industrie pharmaceutique ou autres. Et ils sont en train de capter, si vous voulez, toute cette recherche, parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent tout payer. Et donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment très difficile pour avoir une recherche indépendante. Après, leur deuxième axe, c'est essayer de casser tout scientifique ou tout député européen, parce que moi, j'en fais les frais, en disant on n'est pas d'accord, donc ils vous casent soit en tant qu'anti-vax, soit en tant qu'anti-nucléaire, soit en tant qu'anti- et que complotiste, puisque c'est le mot qui est à la mode, pour que ce débat ne puisse plus se faire. Et donc, c'est ça qui est assez grave à l'heure actuelle, où on sent qu'on est en train d'avoir une espèce de pensée unique et que le débat scientifique, le débat de société, le débat d'éthique, le fait que même au sein de l'Europe, on mettait le principe de précaution en avant, et bien à l'heure actuelle, c'est en train de s'effriter et que de moins en moins les députés européens ont un rôle à jouer. Tout à l'heure, je vous parlais de la commission contrôle budgétaire, le déni quand même du fonctionnement, du rôle du Parlement européen, on l'a eu sur la 5G, puisqu'on n'a pas du tout été consulté au niveau de ses choix. On voit que lorsqu'on demande des comptes sur la transparence, on nous envoie balader ou on nous donne des contrats qui sont tellement noircis qu'il n'y a plus rien à lire. Vous voyez que la démocratie est en danger. Donc, c'est très important que les écologistes, qui ont toujours été à la pointe du combat, du débat, de la demande de rendre des comptes, eh bien, soient de plus en plus nombreux. Donc, il faut que les citoyennes et les citoyens se réapproprient les questions technologiques et scientifiques. Il faut que les citoyens se réapproprient les questions techniques et scientifiques. Il ne faut pas laisser ces questions-là aux décideurs. Il faut qu'il y ait un débat qui soit instauré, et c'est seulement à la suite de ce débat que les choses doivent être décidées. Mais ce n'est pas aux industriels à décider contre les citoyens.
Ce nouveau mandat a été marqué par une crise, la crise du Covid, qui est une crise sans précédent, avec des réactions sanitaires extrêmement musclées, des mesures assez fortes en termes de restriction des libertés publiques. Quelle est votre perception de cette crise en étant à la fois une parlementaire engagée, où ça fait quand même quelques années que vous voyez ces sujets-là, et en étant très en pointe sur les questions de transparence et de santé? Écoutez, cette crise du Covid caricature les problèmes qu'on avait pressentis sur la gestion des crises. Premièrement, on retrouve toujours l'opacité. Je vous parlais de l'absence de transparence des contrats de vaccins qui lient la Commission européenne avec les laboratoires pharmaceutiques. On ne sait rien. L'opacité sur qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins. On ne sait pas. Il y a eu plusieurs demandes pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient, en quelque sorte, au niveau de ces vaccins. Sur les études cliniques, on n'a pas accès à toutes les études cliniques. Et en même temps, quand c'est l'Agence européenne des médicaments qui donne le feu vert, on leur a demandé d'avoir accès à tous les éléments. Qui est déterminant sur les effets secondaires? C'est quand même les laboratoires qui ont accès à ces effets secondaires, plus bien sûr Ultravigilance, qui est un site européen, mais on s'aperçoit que là-dessus, on a un vaccin, je dirais qu'il n'y a même pas une autorisation de mise sur le marché commercial, elle a une autorisation conditionnelle d'un an pour savoir quels sont les effets. Et puis, on a eu des stratégies très différentes d'un pays à l'autre. Et moi, j'avais demandé à ce qu'on fasse des stress tests, c'est-à-dire qu'on regarde la stratégie dans chaque pays pour savoir quelle était la meilleure stratégie. Alors qu'à l'heure actuelle, on a très peu de lisibilité, vous voyez, sur la stratégie des différents pays. Et puis maintenant, on a le pass sanitaire en France qui va, je dirais, être très discriminatoire entre les gens qui sont vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés. Et l'Europe, là-dessus, avait émis des recommandations par l'intermédiaire du certificat de déplacement, ce certificat sanitaire, qui disait que, il fallait pas de discrimination sociale. C'est-à-dire que il fallait que dans ce pass, il y ait les vaccinés, bien sûr, il y ait les gens qui avaient eu le Covid et donc qui ont des anticorps, et puis il y a des gens qui font un test qu'on appelle le PCR et qui ça leur permettait de se déplacer. Eh bien, à l'heure actuelle, on voit que ce PCR va être payant. Il est déjà payant d'ailleurs pour certains pays comme l'Espagne, comme le Portugal ou d'autres, et on avait demandé à la Commission de participer au financement de ce PCR, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Et puis tout d'un coup, en France, on a une mesure qui est en fait une obligation vaccinale déguisée, où on est en train de discriminer cette population vaccinée de celle qui ne l'est pas, et on donne tellement de contraintes que ça va jouer sur le quotidien des individus. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vacciné, ben, vous ne pouvez plus avoir accès aux bars, aux restaurants, à la culture, aux loisirs, etc. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, faire de la ségrégation. Et ça, c'était normalement absolument, je ne dirais pas interdit, mais on disait qu'il ne fallait pas faire ça. Parce qu'il y a quand même la liberté, vous parliez de loi liberticide, eh bien, on voit que la liberté de chaque individu n'est pas respectée. Parce que des gens, pour des questions médicales, des femmes enceintes qui ne veulent pas se faire vacciner parce que, vous voyez, avant 3 mois, il peut y avoir des risques importants. Les adolescents, on les pousse à se faire vacciner alors que quand on regarde la balance bénéfice-risque, eh bien, elle est plutôt du côté des risques plutôt que du côté des bénéfices. Et puis surtout, il faut qu'on regarde ce qui se passe en Israël et en Angleterre. Or, que ça soit en Israël, on voit qu'il y a énormément de gens qui ont été vaccinés et qui se retrouvent dans les hôpitaux parce qu'ils ont pris le virus Delta, qui est hyper contagieux et qui touche aussi bien les non-vaccinés que les vaccinés. Donc, moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais dans quel monde on est? Vous voyez, on a des difficultés à montrer que, d'une part, les chiffres, on jongle sur les chiffres, comme ça les gens ne savent plus qui croire. On a des experts qui interviennent et très souvent, ils ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. On parle jamais des traitements
mais on dit que la seule solution miracle, ce sont les vaccins. Or, vous voyez bien que les vaccins, à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui ont été contaminés par le Delta. Donc, je trouve qu'on n'est plus dans un débat serein. Donc, il faut se calmer, il faut regarder les études, il faut que les experts qui interviennent, ce soient vraiment des experts qui sont complètement indépendants et qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques et avoir, je dirais, un comportement cohérent au niveau de l'Europe. Voilà ce que je demande et voilà pourquoi j'interviens pour qu'on sauvegarde les libertés des individus. Bien sûr qu'il y a la solidarité. Bien sûr qu'il faut que si la vaccination empêche la transmission du virus, mais on s'aperçoit que ça la diminue, mais ça ne l'empêche pas. Et il faut peut-être que les gens continuent à avoir des gestes barrières, mais pas indiquer qu'il y a les tout blancs d'un côté et les tout noirs de l'autre. Donc, il y a un véritable débat scientifique à avoir et une honnêteté intellectuelle sur ce qui se passe dans le monde et regarder les meilleures solutions pour diminuer justement à la fois la mortalité, renforcer les défenses immunitaires des individus et mettre de l'argent aussi sur les traitements. Parce que si le Covid, c'est quelque chose qu'on va avoir chaque année, eh bien, il y a intérêt à trouver des solutions pour traiter les gens et surtout aussi renforcer le système médical dans chaque pays. Parce que quand j'ai vu les chiffres en France, on voit en Île-de-France, eh bien, il y a une réduction de 30% des lits hospitaliers, vous voyez, entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Donc, il y a des incohérences incroyables. Et vous êtes vous-même vacciné? Oui. Donc, ça clôt Donc, vous voyez que toute c'est pas polémique. un problème. C'est pas un problème. Moi, j'ai regardé la balance bénéfice-risque. Eh bien, il valait mieux que je me fasse vacciner que pas vacciner. Donc, vous voyez, c'est pas un problème d'anti-vax. Mais en étant vacciné, je sais que j'ai un risque d'avoir et de transmettre un virus. Je sais que s'il y a le Delta, je peux être contaminé. Donc, il faut regarder tout ça et avoir la meilleure stratégie. Mais il ne faut pas mettre les non-vaccinés comme des parias qui n'ont plus accès au quotidien, que ce soit pour acheter de l'alimentaire, que ce soit pour les loisirs, etc. Il y a d'autres façons de procéder que d'exclure une catégorie de gens. On voit aujourd'hui qu'il y a au sein de la population une partie de la population qui ne fait plus confiance du tout au système, qui peut aller sur des thèses complotistes un petit peu délirantes. On voit par exemple aux États-Unis qu'il y a les moins de 25 ans sont un tiers à penser que la Terre est plate. Est-ce que vous pensez que dans cette manière d'adresser ce qu'on appelle des gens qui veulent avoir un débat démocratique sur les sciences, sur les technologies, sur les questions de santé, et à force de les ostraciser et d'interdire ce débat, on ne crée pas une forme de renforcement du complotisme où, à force d'interdire le débat se fait en dehors des sphères démocratiques? Je dirais que le premier écueil, c'est le manque de confiance. Vous voyez, pendant des années, il y a eu des scandales. Vous voyez, la France a commencé par Tchernobyl, puis après, il y a eu le sang contaminé, il y a eu l'affaire Mediator. Et dans d'autres pays, ça a été d'autres scandales. Et ça, on n'a jamais épuré ces scandales. C'est-à-dire que très souvent, il n'y a pas eu de coupable. Dans les grands choix, tout à l'heure, on parlait des grands choix technologiques. Les citoyens ne sont jamais mis en avant. Ils sont souvent utilisés par rapport à des procédés qui sont plutôt des gadgets plutôt que vraiment des organismes de décision. Donc maintenant, il y a une méfiance à tous les niveaux. Il faut parler aussi des médias. Les médias véhiculent, vous voyez, un certain type de pensée, mais refusent maintenant énormément les débats. Vous voyez, on peut faire des débats animés, mais des débats où les gens donnent leurs chiffres, leurs sources, et que on réfléchisse là-dessus. Eh bien, tout ça, c'est supprimé. Et donc, ça vous conduit après à des catégories de personnes qui ne croient plus en rien. Et ça, c'est très grave sur la démocratie. Parce que quand il y a la perte de confiance, après, c'est quoi les solutions? Eh bien, ça conduit à la violence. Ça conduit au fait que des gens n'écoutent plus aucune information extérieure. Et après, on catégorise les gens. On les met dans le clan, vous voyez, des antivax,
dans le clan des complotistes. Alors, c'est vrai que chez les complotistes, il y a des choses, mais aberrantes. Et c'est pour ça que il faut aussi et faire énormément d'éducation scientifique. On peut pas dire n'importe quoi à partir du moment où il y a des faits. Eh bien, ces faits, il faut les retrouver. Il faut retrouver le débat contradictoire et ensuite que des décisions soient prises et assumées. Et s'il y a des responsabilités, eh bien, que ces personnes-là, soient sanctionnées si elles ont fait des mauvais choix en fonction, par exemple, de conflits d'intérêts éventuels ou d'intérêts particuliers. Donc, moi, je suis assez inquiète là-dessus parce que si on ne on n'éclaircit pas ça, si on met pas en avant plus de démocratie en impliquant les gens et en faisant que les gens sont responsables de leurs choix, eh bien, on aboutit après à une société fissurée, fractionnée. Et ça, c'est très grave sur la démocratie. Merci Michel Rivasi pour votre combat pour la santé des Européennes et des Européens. Mais merci à vous.